va maintenant écouter Lénie Grasso et Marc Bourgeois qui vont nous parler de l'Andorre. Alors attendez, j'essaie de tout distribuer, le micro, la zapette, voilà. Et donc restitution de l'occupation des sols en France au service du contexte One Health. Bonjour à tous, donc Lénie Grasso du Centre Lambert. Je vais évoquer le projet Landor. Et donc le projet Landor, c'est finalement une petite brique dans la santé-environnement. C'est l'idée que si on se pose la question de l'impact de l'environnement sur la santé, il faut un minimum avoir de l'information ou connaître son environnement. Or, l'environnement, il y a pas mal finalement de limites dans sa connaissance et dans les données qu'on a. Il y a premièrement des difficultés d'historicité, donc de remonter dans le temps de l'information. J'évoque même pas la dimension spatiale où il y a la granularité spatiale qui est toujours questionnée. Il y a des difficultés d'hétérogénéité dans la donnée. Quand on veut utiliser des grands territoires, et pas toujours simple de comparer le nord-sud de la France quand les données ne sont pas homogènes. Et puis tout simplement des complexités des données à les exploiter. Et finalement, l'une des conclusions qu'on a quand on veut mettre la donnée environnementale au regard de la santé, c'est que cette donnée environnementale, elle n'a pas été pensée, elle n'a pas été imaginée, elle n'a pas été créée pour répondre à ces questions. Et donc finalement, elle a des biais ou des limites qu'il va falloir prendre en compte quand on veut s'intéresser à son effet sur la santé. 3 exemples simples où on change d'échelle, c'est quand on veut regarder l'exposition à un endroit sur le territoire, il faut connaître l'endroit et puis tout ce qu'il y a autour. Quand on veut connaître l'exposition liée à la dynamique sur ce territoire, il faut avoir une trajectoire paysagère et enfin un mot qu'on entend de plus en plus, mais voilà, quand on veut évaluer l'exposome d'un individu ou d'un animal, tout simplement, il faut arriver à reconstituer la trajectoire de l'individu et puis de l'environnement dans lequel il a vécu. Et donc l'idée du projet Landor, c'est d'arriver à proposer de la donnée précise et fiable de l'environnement, et surtout que cette donnée elle puisse être mobilisée et qu'elle soit pensée en lien avec les contraintes qu'on a en santé environnementale. Le projet, il se place évidemment en pluridisciplinarité, parce que l'idée, c'est pour se créer une donnée commune, une donnée qu'on puisse tous partager, d'avoir un langage commun. Et donc l'exemple de 3 approches, c'est en sciences plutôt de la santé, notamment en épidémiologie, l'idée de suivre des gens et d'évaluer des expositions. Il faut que ça rentre aussi en résonance avec le fait qu'en santé spatiale, connaître le territoire et puis avoir des outils, des processus pour des données qui peuvent être très variées, très hétérogènes. Et enfin, en sciences historiques, c'est arriver à avoir des patterns globaux, des trends globales, qui soient en lien avec des informations locales, qui sont un peu plus la base ou la brique de ce genre d'études. Et l'idée, c'est d'avoir un cadre commun qui puisse aussi, une donnée commune, qui puisse aussi être mis à disposition au-delà, et notamment une santé nous, on n'a pas encore évoquée dans le projet, c'est la santé animale. Et donc, pour ça, il y a un consortium qui regroupe pas mal d'équipes, surtout à Lyon, et qui couvre les 3 grands champs disciplinaires, les 3 grands ERC, avec les géographes, les historiens, donc le Centre Lambert SHL pour les données de santé, le LASTIG, donc l'hygiène avec les données environnementales et les technologies de pointe, et puis l'INAIL, l'IRALI pour la chimie, la toxicologie. Juste Landor, en fait, il s'appuie initialement aussi d'un constat qu'on a des populations et on veut mener des études épidémiologiques, mais finalement, on veut reconstituer cette information individuelle, environnementale. Et donc là, l'exemple de 3 populations qui vont être mises en jeu et qui vont permettre de tester les différentes informations. Premièrement, c'est une population testis où on va regarder le lien entre cancer du testicule et exposition aux pesticides. Le cancer de testicule, c'est le premier cancer chez l'homme jeune, donc moins de 45 ans, et surtout il a une incidence qui a doublé sur les dernières décennies. Et donc là, c'est une population de quasiment 1200 cas contrôle sur toute la France, nés depuis les années 70. Le deuxième, c'est le paragangliome, qui est un cancer neuroendocrino rare, qui a une forte prédisposition génétique et qui serait en lien environnemental avec les fongicides SDHI. Donc là, c'est 1300 cas qui s'appuient sur un registre, le registre national, et des personnes qui peuvent être bien plus vieux, c'est là, donc jusque dans les années 50, voire au-delà, pour les plus vieilles personnes qui vont être intégrées dans l'étude. Et enfin, lié à un deuxième projet ShapMate, c'est Demeter, où là, on va regarder pour une population bien plus jeune, parce que là on parle de puberté précoce, et le lien avec les perturbateurs endocriniens environnementaux, donc les pesticides plus ou moins.
Merci. Marc Bourgeois, moi je suis géographe à EVS et à l'Université Lyon 3. Et donc il y a effectivement d'autres applications possibles, notamment pour travailler sur les réseaux écologiques. Alors quand on pense réseau écologique, et c'est souvent le cas, bien évidemment, on pense réseau écologique pour la biodiversité, pour favoriser la connectivité et donc les espèces qu'on souhaite voir venir dans certains endroits, mais il y a aussi des espèces qu'on n'a pas trop envie de voir venir, et en fait les réseaux écologiques peuvent aussi servir de corridor pour certaines espèces indésirables. Et dans tous les cas, pour représenter ces réseaux écologiques, on a besoin de cartographie, on a besoin de bases de données concernant l'occupation du sol. Et donc, il y a donc un volet important du projet qui consiste justement à travailler sur ces questions d'occupation et d'usage des sols. Donc, on a Paul Fabre, qui est géomaticien, qui vient d'arriver sur le projet, qui va être chargé justement de travailler spécifiquement sur ces questions d'occupation du sol. Alors, il existe de nombreuses bases de données d'occupation du sol, à l'échelle nationale notamment. On pense aux bases de données de l'hygiène, par exemple COSIA, par exemple le CSGE. D'autres données qui ont été faites plus spécifiquement sur certains territoires, comme par exemple la métropole de Lyon. Et on se rend compte également qu'il n'y a pas forcément une bonne adéquation entre ces différentes bases de données en termes de résolution spatiale, en termes de précision thématique. Et en tout cas, il y a possibilité, en tout cas on a commencé justement à travailler sur cette comparaison de bases de données sur un territoire donné. Par exemple, on peut voir quelles sont les bases de données qui sont disponibles et quelles sont les superpositions qui existent. Alors, à certains endroits, ils détectent de la végétation, sur d'autres bases de données, elle ne l'est pas. Donc l'idée, c'est de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça et d'avoir, de constituer un jeu de données qui soit à très haute résolution, si possible à l'échelle nationale, en données ouvertes, et que ce soit des données qui permettent de bénéficier à d'autres équipes. L'idée de ce projet est aussi de produire de la donnée d'occupation du sol qui puisse être utilisée dans un contexte d'utilisation pour des données de santé, par exemple, d'épidémiologie, d'écologie du paysage, etc. Donc on a de grandes ambitions en termes de création et de mise à disposition de données. Et donc sur les données, alors déjà sur l'actuel, on a beaucoup de choses, évidemment c'est de mieux en mieux, on a de nombreuses bases de données, mais alors sur l'historique c'est plus complexe. Donc là c'est le travail de thèse de Léopold Jouffroy qui justement s'occupe de partir de bases de données historiques, c'est-à-dire de photos aériennes en noir et blanc, pour essayer de reconstituer l'occupation du sol historique. Et donc, quand on a, ça va marcher normalement, ouais. Voilà. Donc, on peut passer d'images en noir et blanc à des images, si vous voulez, en couleur, en utilisant de l'intelligence artificielle, avec un outil qui s'appelle méthode Deep Guramic, qui permet justement d'interpréter des images en noir et blanc pour essayer, si vous voulez, de deviner quelle est cette occupation du sol. Est-ce que c'est de la culture, de la prairie, du verger, etc. Et donc à partir de ça, l'idée est donc de faire une reconstitution de l'occupation du sol historique et de croiser cela avec des données sanitaires qu'on a sur plusieurs années, et d'essayer d'observer si possible des corrélations entre l'évolution de l'occupation du sol et des données qu'on a sur la santé des individus. Donc justement, je vais laisser Lénie en dire un petit peu plus là-dessus. Et je vais venir à quelques résultats épidémiologiques simplement qui sont issus pour partie des données déjà générées ou des données qu'on avait pu mettre préalablement dedans. La présence, le premier résultat, c'est le lien entre la présence de vergers dans un buffer autour du lieu de résidence lors de la naissance, et qui sont liés au risque de cancer du testicule, et donc plus particulièrement les séminomes. Mais aussi le troisième point, c'est le fait qu'il y ait une notion temporelle et que la période de la grossesse peut avoir aussi un impact. Et donc là, par exemple, c'est le premier trimestre de grossesse qui se passe au printemps ou à l'été, et d'autant plus facteur de risque de cancer du testicule, la période où il y a le plus de dissémination de pesticides ou de produits phytosanitaires.
Et le deuxième exemple de résultat, c'est on est toujours sur l'arboriculture, qui est finalement un signe fort ici, sur par exemple une augmentation du risque de cancer du testicule, plus il y a de pourcentage d'occupation du sol lié à l'arboriculture dans une commune. Et juste pour terminer, le projet a aussi un volet historique où on va regarder aussi le lien entre cette occupation du sol et les cas documentés où on a des traces historiques, notamment d'expositions chimiques ou des controverses de santé. Et donc aussi globalement pour faire un lien entre cette information environnementale, les effets qu'il y a eu, et puis aussi toute l'émergence des questions politiques ou des questions publiques et les décisions ou des développements qu'on a eu dans les politiques publiques depuis lors. Donc mettre ça aussi en lien à résonance avec l'évolution du paysage. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Levez la main, qu'on vous apporte le micro, si c'est le cas. Ah, là. Quelque chose que j'ai pas bien saisi sur votre utilisation d'un outil d'intelligence artificielle, c'est que vous prenez initialement des photos en noir et blanc et vous utilisez ce modèle pour les convertir en photos en couleur. Mais donc, en fait, c'est simplement que le fait de prendre les photos en noir et blanc donne des informations sur la constitution historique du territoire. Enfin, ça donne des informations sur comment il était précédemment. Parce que pourquoi ne pas prendre directement les photos en couleur? Toute la difficulté, c'est effectivement qu'on a accès à des photos depuis 1920, voilà, des photos aériennes de l'hygiène. Le problème, c'est que ces photos, elles ne sont pas exploitables en l'état. Et il faut passer par un processus, donc c'est un réseau de neurones, qui va en fait pas coloriser l'image, mais donner un sens à chaque endroit. Est-ce que c'était de la forêt, est-ce que c'était une maison de l'urbain, est-ce que c'était un champ? Et donc ça, jusqu'à présent, on le faisait à l'œil, ça se faisait à l'œil, mais là on veut une machine qui le fasse à grande échelle sur des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'images, parce que sinon en fait on ne peut pas traiter nos personnes, 1000 personnes sur toute une vie, ça représente des centaines d'images par personne, et c'est pas faisable à la main. Donc là l'idée c'est de retraiter ces images et de leur donner du sens. On a une question ici. Oui, merci beaucoup. Un outil qui va être très intéressant. Une question, c'est pas une question piège, mais voilà, c'est de la prospective. Est-ce que ça pourrait être, on peut envisager que ce soit un outil d'aide à la décision, par exemple par rapport aux autorisations de permis de construire dans les zones polluées? L'idée, c'est de la donner, de la mettre à disposition après. Alors, par exemple, tout bêtement, nous, on a des contraintes en santé, c'est-à-dire il y a des particularités où il y a des espèces, les vignes, les vergers, qu'on veut essayer de retrouver parce qu'il y a un impact sur les pesticides, l'utilisation des pesticides. Sur les différents types de surfaces anthropisées, l'outil, on l'a un peu moins forcé sur ces questions-là. Donc potentiellement, c'est plus difficile sur les données historiques. Les données actuelles, Sur les données actuelles, en fait, on peut faire, à partir du moment où on a l'occupation du sol, on peut faire un certain nombre de choses. Par exemple, comme vous dites, sur les permis de construire, on peut faire, par exemple, des analyses de connectivité écologique pour dire, par exemple, cette zone-là est au cœur d'un réseau écologique, celle-là ne l'est pas. Donc, on a la possibilité de prioriser des zones à construire ou plutôt à préserver de l'urbanisation. On peut tout à fait imaginer le même principe sur des zones qui sont plus ou moins polluées avec des systèmes de priorisation. Mais après, du coup, on rentre dans un mécanisme très complexe parce que s'il faut prendre en compte 1, le foncier disponible, 2, le réseau écologique, 3, la pollution, 3, machin qui ne veut pas vendre son terrain, monsieur qui veut construire une zone industrielle dans sa commune, eh bien, on se retrouve face à des problématiques très complexes d'aménagement du territoire, mais en tout cas, tout est possible. À partir du moment où on a une occupation du sol fine, on peut effectivement formuler des préconisations. Après, de là, ce qu'elles soient entendues et écoutées, c'est autre chose. Merci beaucoup. À la suite des questions, si vous en avez, ça sera pour après, à la fin de la journée. Merci beaucoup, vous pouvez les applaudir.